faut féliciter les gens qui sont dans les réunions quand même, parce que c'est comme ça qu'on bâtit les fins un jour, hein, en accumulant les réunions de cette sorte. En tout cas, c'est ma conviction. L'année dernière, j'en étais 110. Et ça va être la quinzaine de cette année. Je le fais avec plaisir parce que comment communiquer sur une question de code du travail. Si vous parlez dans une radio ou une télé, vous avez droit à une phrase, vous êtes coupé et on ne peut pas développer. Le code du travail, c'est le droit le plus intime, le plus quotidien, le plus essentiel pour 16 millions de salariés du privé. Même quand ils ne le savent pas. Parce que souvent, c'est un droit méconnu, c'est un droit mal enseigné, ou pas enseigné du tout. C'est un droit dénigré, sans doute le plus dénigré. C'est aussi le plus fraudé. Et c'est le plus contesté aujourd'hui, idéologiquement, par ceux qui nous dirigent. Alors, c'est pour ça qu'on a une raison, cette phrase, il faut se la graver. Elle est assise dans une voiture, c'est pas ça. Quand elle dit ça, elle est filmée. C'est dans un livre qui s'appelle Les débuts du foie de salariat de Anne Bulgari, qui est produit par ISRA. Et elle dit la liberté de penser s'arrête là, elle commence le code du travail. Vous appliquez ça au code de la route, vous avez 10 000 morts le lendemain. Par définition, c'est contre la loi, contre la République, contre l'idée qu'il pourrait y avoir un état de droit dans l'entreprise. Alors, l'état de droit en question, il a fallu du temps pour le construire, parce que ça commence. Je vais la faire courte, rassurez-vous, mais c'était avec le docteur Villermé en 1840. C'est un médecin qui a regardé les femmes et les enfants travailler dans les fabriques. Ils travaillaient 14 heures par jour et ils y mouraient. Et le docteur Villermé a fait un célèbre rapport et il a dit qu'il faut travailler moins. Et l'histoire du code du travail, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. On n'est pas passé du jour au lendemain, de 14 heures à 10 heures, il a fallu presque 80 ans, c'était en 1920. Puis après, vous connaissez quand même les 40 heures en 1936, les 39 heures en 1982, les 35 heures en 2002. Mais ça, le temps de le rappeler signifie aussi quelque chose. C'est que dans les 70 dernières années, disons jusqu'en 2002, on a travaillé moins, on gagnait en plus. Pendant 70 ans en France. On a même produit plus, travaillé moins et gagné plus. En permanence, 70 ans. Il faut être barbare et moyenâgeux depuis 6 ans pour dire non, il faut travailler plus. Ça heurte une aspiration humaine légitime. Partout dans le monde, les gens ont toujours envie de travailler moins et de gagner plus. C'est normal. En correspond toujours les gens de la Corée du Sud, parce que c'est ceux qui sont passés en 25 ans d'une durée légale de travail de 55 heures à une durée légale de 40 ans. Alors, oui, il va dire, oh, mais c'est les bienfaits de la mondialisation. C'est les bienfaits de la lutte contre la mondialisation, parce que là-bas, ils en ont fait des grèves. Les syndicats se sont remués puissamment pour arriver à ramener la durée légale à 40 heures. Et quand Sarkozy a gagné il y a 12 ans les élections, il a réuni ses ambassadeurs, et puis il a dit, allez dire partout dans le monde que la France, et toute la France, est 35 heures. Et le monde, ils aiment bien la France des 35 heures. Ils l'aiment tellement qu'ils pourraient avoir les 35 heures, eux aussi, c'était un mauvais message qui leur a été envoyé. Et qui contredit en fait toutes les aspirations humaines. Je le dis, parce que, bon, l'histoire du code du travail, elle a été faite pour qu'en gros, on régule le rapport de force entre le salarié et puis l'employeur. C'est pas plus dur que ça. C'est l'expression des rapports de force sociaux. Alors, l'inspection du travail a été créée en 1892, le ministère du Travail en 1906, c'était l'année où il y a eu à l'unanimité le vote pour le repos dominical, et puis aussi à ce moment-là, il y avait 3 lois, 180 décrets, peut-être en 1910, et il y avait 110 inspecteurs du travail. En tout et pour tout, au début du siècle dernier, quand nos aînés se battaient pour les 3 et 8. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil en toute journée. Magnifique revendication, hein, je le cite, parce qu'un siècle après, on ne l'a toujours pas. Et surtout, elle signifiait une chose, c'est que les besoins des humains devaient l'emporter sur la production. Et ça, il est clé. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'en gros, les besoins de la productivité doivent l'emporter sur les besoins des humains. Un siècle, quoi, et surtout dans les 6 dernières années qui reviendraient, parce que finalement, le code s'est étoffé avec les grandes grèves des années 20, évidemment les grèves de mai juin 36, celle de la Libération. Il s'était étoffé avec les 68, il s'était étoffé avec l'arrivée de la gauche au pouvoir dans les années 90.
puis à nouveau avec les grèves de 95, et à nouveau avec les lois autour des 35 heures. C'est une histoire dense, cette code du travail. Ceux qui veulent l'attaquer disent oh, mais il est trop compliqué, ce code. Bon. Moi, j'ai toujours remarqué que ces gens qui attaquaient le code, en même temps, ils défendaient le traité constitutionnel européen. Ils ne pouvaient pas considérer. Pourtant, le code n'est pas si compliqué que ça. Il y a 10 articles pour ceux qui sont délégués syndicaux, qui sont autonomes, ou conseillers du salarié. Il y a 10 articles qui jouent dans le code. Pour la naissance du contrat, la gestion du contrat, la fin du contrat, sur les heures supplémentaires, les salaires, un peu sur les institutions prenant des missions personnelles, et puis c'est tout. Alors on me dira, mais alors pourquoi il est si gros, pourquoi il y a tellement d'autres articles? Parce qu'il y a eu des droits particuliers qui ont été gagnés à tel moment, dans telle circonstance, dans tel métier, dans telle branche, dans telle catégorie. Là, je prends toujours un exemple parce qu'il y a des journalistes qui m'ont toujours fait celui-là. C'est parce qu'ils me disent ah, il y a des vieux trucs, c'est un vieux texte. Regardez, il y a écrit qu'il faut, dans les entreprises de plus de 300 salariés, il faut qu'il y ait des chambres d'allaitement pour les femmes pour qu'elles puissent allaiter leurs enfants. Or, il n'y a plus de chambre d'allaitement nulle part. Voyez-vous, ce texte est vieux. Vieux. Alors, je réponds en disant c'est vrai, il n'y a plus de chambre d'allaitement, mais regardez l'alinéa suivant. Il dit que quand il n'y a pas de chambre d'allaitement, une femme doit pouvoir disposer d'une heure par jour, va prendre 2 fois une demi-heure ou 1 heure, d'accord avec son employeur, pendant 1 an pour allaiter son enfant, payé par l'employeur. Et ça n'a rien d'obsolète. Je suis intervenu à Virginie, au boulevard Montmartre à Paris, qui a une entreprise obsolète, aucune déléguée CGT puisse bénéficier de son heure d'allaitement payée pendant 1 an pour son enfant. Et j'ai dû intervenir 3 fois pour faire respecter ce droit. Et c'est des droits comme ça, des milliers de droits comme ça qui sont dans le code, dans des petits alinéas qu'ils veulent faire sauter. Hein, c'est pour ça que Mme Parizeau s'attaque brutalement à l'ensemble du code du travail. Et là, je vois quelque chose, c'est Parizeau et le MEDEF, c'est pas tout à fait comme l'ancien CNPF, l'ancien Conseil national du patronat français. Bon, je ne vais pas défendre le CNPF en disant ça, mais le vieux CNPF était inscrit, il cherchait à renier les droits qui étaient sortis de la Seconde Guerre mondiale, du Conseil national de la résistance, de la naissance des comités d'entreprise. Évidemment, il attaquait ces droits, mais il restait dans le cadre de ces droits, pour les renier. Mais il ne les remettait pas en cause dans leur fondement. Avec le MEDEF, c'est un autre choix. Il ne vise pas à modifier le droit français tel qu'il est né de l'après-guerre mondiale. Il vise à instaurer un autre droit à la place qu'est le droit anglo-saxon. C'est une vraie rupture idéologique, doctrinale, fondamentale. Alors ça s'est fait au moment où, si vous vous en souvenez, c'était le 10 octobre 1997 sur le Paris de Matignon, et lorsque le Lionel Jospin réunit pour la première fois ce qu'on appelle les partenaires sociaux, et leur propose les 35 heures par la loi. Et ce jour-là, le patron du CNPF, qui s'appelle Jean Gandois, démissionne sur le perron de Matignon, devant les caméras de télévision, et il faut se rappeler les phrases qu'il a dites à ce moment-là. Il a dit « Je démissionne parce que nous sommes bernés ». Alors, être berné, c'est parce que le gouvernement avait vraiment l'intention de faire les 35 heures par la loi. Le patronat avait l'intention de l'empêcher. Comme Lionel Jospin avait annoncé qu'il allait le faire, Gandois démissionne. Et puis il dit après, et je m'en vais parce qu'il faut des tueurs à la tête du patronat. Alors les 2 tueurs vont arriver, c'est le baron Ernest Antoine Seyer et c'est Dominique Kessler. Et les 2 tueurs vont dire, la première déclaration, nous déclarons la guerre aux 35 heures. Ce n'est pas une expression anodine. À la bouche de la première, la plus forte puissance patronale du pays, quand même, de la 4e puissance industrielle du monde. Et ils vont dire ensuite, nous déstabiliserons le gouvernement Jospin sur la question des 35 heures. Et ça fait 10 ans qu'ils luttent contre les 35 heures. Et alors à ce moment-là, ils se sont forgés une idéologie, et c'est là qu'ils se sont orientés brutalement et frontalement, délibérément, vers un droit anglo-saxon pour le substituer à ce qu'il y avait de droit français qui avait été construit en 160 ans. Et alors, en fait, ça consiste à passer d'un droit collectif, fait de lois et de conventions, à un droit individuel et de contrats passés de gré à gré, pour en revenir au gros, comme on dit, au loueur de bras du 19e siècle. Et c'est une vraie rupture de pouvoir passer de l'un à l'autre. Parce que éroder les conventions collectives, diminuer les lois, c'est une chose, mais ne plus vouloir de loi et ne plus vouloir d'accord que de gré à gré, individualisé au plus bas du rapport de force et pas négocier nationalement sous l'emprise des syndicats, c'est 2 orientations différentes et le patronat est passé de l'une à l'autre. Hein. Et sur le plan de leurs objectifs,
Ils se sont donc attaqués au vocabulaire du droit collectif, qui était hérité depuis 60 ans. D'ailleurs, Sarkozy l'a dit, je veux remettre en cause la France telle qu'elle est depuis 60 ans. Ce qui veut dire que ce qu'elle était il y a 65 ans ne dérange pas trop. Je dis ça parce que ça c'est plus clair. Mais les 60 dernières années, il faut donc éroder le vocabulaire, c'est-à-dire celui de la protection sociale, celui du droit du licenciement, celui du SMIC, celui des durées légales et maximales du travail, etc., etc. Donc petit à petit, Parisot s'est fait, en succédant au baron Seyer, la maîtresse d'ordre de ce changement. Alors elle a dit, la vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le saurait-il pas? Je vous invite aussi, il ne faut pas la laisser passer cette phrase, parce que personne ne m'a mené mon oreille, il y a même le mot amour dedans, sauf que c'est l'apologie de la barbarie. Hein, parce que elle veut dire quoi? En fait, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte contre la précarité. De nos plus anciens ancêtres dans les cavernes, et lutter contre la précarité du froid, de la faim, de la souffrance, de la soif, tout ce que vous voulez, lutter contre la précarité. Et on a inventé l'agriculture, je le dis toujours, pour lutter contre la précarité de la cueillette. Et on a inventé l'élevage pour lutter contre la précarité de la chasse. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité, c'est ainsi fait. On lutte même contre la précarité de nos amours. Et vous avez cette femme qui arrive et qui vous dit erreur, 50 siècles d'erreur, tout doit être précaire. Le discours est une violence extraordinaire derrière la petite phrase. Hein. Et vous devez vous habituer à la précarité. C'est la philosophie. Vous devez comprendre que tout est précaire. Soyez aussi précaire au travail. Acceptez-le, courbez les chines, parce que c'est les chines courbées que le monde avance. C'est ça qu'elle dit dans cette phrase. C'est comme quand elle dit il faut défendre la fameuse concurrence libre et non faussée. Voilà, toujours ma façon de présenter cette concurrence. C'est vous avez deux humains, il y a un morceau de viande, et il y en a un au début, il tue l'autre pour avoir le morceau de viande, et il mange le morceau de viande. La concurrence est libre et non faussée à ce stade. Et quand il y a un peu de civilisation, au lieu de se tuer, au début, bon, le plus gros prend le plus gros morceau. Quand la civilisation progresse encore, ils arrivent à se partager moitié-moitié sans se tuer. Et quand la civilisation progresse encore un peu, on peut même donner plus de viande à celui qui est plus faible s'il en a plus besoin. Ça s'appelle la sécurité sociale. Bon, avec Madame Parisot, c'est vive pro Magnon. Hein, c'est retour à la case départ. Et l'ensemble de son idéologie est parfaitement justifié. C'est-à-dire qu'après, il ne faut plus de droit collectif. Il faut que le contrat l'emporte sur la loi. Alors, une petite parenthèse, parce qu'elle a fait le siège de Villepin en 2006 pour qu'il modifie l'article 34 de la Constitution de la Ve République, parce que c'est celui qui dit que c'est le Parlement qui légifère en matière de droit du travail, de droit social et de protection sociale. Et elle voulait plus que ce soit le Parlement. Elle voulait que ce soit le contrat, c'est-à-dire en fait le patronat. S'il y a un accord, il faut que le patron signe, mais pas de loi. Alors elle avait peur à l'époque de la gauche européenne. D'ailleurs, depuis, elle ne dit plus rien quand c'est les lois de la droite. Mais à l'époque, c'était son dada. Le contrat l'emporte sur la loi. Alors, ne tombons pas dans le travers inverse. Il faut des contrats. Tout ne peut pas dépendre de la loi. Pour passer, vous savez, s'il y a des jeunes pour passer le concours de l'inspection du travail, la bonne formule, c'est de dire qu'il faut autant de contrats que possible et autant de lois que nécessaire. Vous aurez une bonne note, ce sera la bonne synthèse. Et vous aurez dit quelque chose de vrai, parce que quand vous n'avancez pas par la loi, vous faites une grève, vous négociez un accord, c'est un contrat, et l'accord peut aller plus positivement que la loi. Et puis quand vous n'y arrivez pas, il y a une majorité au Parlement, elle vous aide, et ce que vous n'avez pas pu imposer dans la négociation, vous arrivez par la loi. Il y a une synergie entre le contrat et la loi. Je ne conteste pas ça. Mais elle veut qu'il n'y ait plus de loi, et que le patronat puisse discuter de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ça n'est plus un état de droit, c'est une société qui est corporatiste. Je vous invite aussi à le méditer. Ça veut dire que les enseignants vont s'occuper de la pédagogie, l'ordre des médecins va s'occuper de la médecine, etc. C'est-à-dire que vous aurez des corporations, et tout ce qui relèvera du droit de l'entreprise ne sera pas de la République, ni des citoyens, ni du Parlement, mais dépendra de la signature ou pas de l'employeur. Conceptuellement, c'est aussi une vraie rupture. C'est pas rien. Hein. Et ces gens-là, il faut les prendre au sérieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces gens-là, depuis 6 ans, ils
font passer ça en pratique. C'est pas seulement de la doctrine, pas seulement de la philosophie, l'idéologie, ils le font en pratique. Alors, je vais vous raconter ça le plus rapidement possible. Alors d'abord, la première loi sévère, les fondements de notre Code du travail, c'est la loi Fillon du 4 mai 2004. Alors c'est une loi qui comporte deux volets. Il y en a un qui est caduc depuis le 1er janvier 2009, mais à l'époque, il avait son importance. C'est une loi qui permet de passer des accords au niveau de l'entreprise qui dérogent à l'accord de branche. Et l'accord de branche peut déroger à l'accord national interprofessionnel, qui peut lui-même déroger à la loi ou à la loi cadre. C'est-à-dire qu'on renverse la hiérarchie des sources de droit. Normalement, l'ordre public social, qui est le nôtre, républicain, fait que c'est la loi qui dit l'accord interprofessionnel s'inscrit dans, l'accord de branche, puis l'accord d'entreprise, mais on ne peut pas déroger à la loi. Ce qui fait que ça permet, par capillarité, en fait, de faire descendre jusqu'au niveau le plus bas des plus petites entreprises, en principe, de l'ordre public social général, donc plus avancé, de ce qui peut exister dans un microcosme d'une petite entreprise. Et Fillon lui a permis que ça se fasse à l'envers. En fait, du coup, ça érode l'ordre public social par le bas, puis qu'en haut, on voit le haut du sucre, mais il est déjà dans la tasse à café, et il est en train de fondre. Parce qu'on peut, au cas par cas, dans l'entreprise, signer des accords évidemment moins favorables, là, parce qu'on n'a pas le rapport de force. Et puis, le principe de faveur. Le principe de faveur, c'est un principe très important en droit du travail. Ça veut dire que quand il y a plusieurs têtes, entre une loi et une convention, et ben, c'est ce qui est plus favorable aux salariés qui l'ont. Et la loi Fillon permet la défaveur. Elle permet qu'on signe quelque chose qui soit en contradiction avec ce qui est plus favorable. Alors ça, c'était vicieux, c'était très vicieux. Et il a fait une deuxième chose à l'époque, il a fait accompagner ça par des accords majoritaires. Et les accords majoritaires, ça veut dire que les syndicats qui signaient ça, c'était au nombre de syndicats qui le signaient par ordre, si je dirais, pas par tête. Comme avant la Révolution française. On a fait la Révolution dans ce pays pour qu'on vote par tête. Parce qu'avant, sinon, il y avait le clergé et puis la noblesse qui avait deux voix, et le tiers d'État n'en avait qu'une. Et donc on a fait la Révolution parce que le tiers d'État était plus nombreux, puis qu'on se base sur le nombre de voix. La Fillon, il a permis des accords majoritaires. S'il y a 3 syndicats qui signent contre 2, ben c'est majoritaire. Alors, même si ces syndicats ont moins d'adhérents. Ce qui veut dire, par exemple, dans la métallurgie, en général, CFTC, FO et CGC dans la métallurgie, signent tous les accords, et la CGT et la CFDT dans la métallurgie refusent la plupart des accords. Mais CGT et CFDT ont 80% des voix. Parce que FO, CGC, CFTC n'ont que 20%. Mais ils étaient majoritaires, c'était des 3 contre 2. Loi Fillon du 4 mai 2004. Ce qui vient d'être mis en cause seulement, si vous me faites rappeler après d'en parler, depuis le 1er janvier 2009 avec la nouvelle règle de représentativité. Et alors après cette loi Fillon, ils ont surtout recodifié le code du travail. Alors là, c'est un exercice, c'est une chose des moins connues dans ce pays, c'est pour ça que depuis beaucoup de réunions, c'est pour que ça soit. En gros, c'est une commission qui date, qui a été mise en place le 16 février 2005, sur la base d'une ordonnance de décembre 2004, qui a eu comme fonction de recodifier le code du travail à droit constant. Alors là, il faut savoir, il y a une commission supérieure de la recodification en France, elle est censée recodifier tous nos textes. L'idée, c'est qu'il y aurait des contradictions dans nos textes, des problèmes de vocabulaire, et que pour les rendre plus lisibles et plus accessibles à l'usager, la commission en question est censée lisser les textes, nettoyer le code de la contradiction dans l'intérêt de ceux qui s'en servent. Alors là, ils se sont donc attaqués au code du travail. Alors celui qui a été le maître d'œuvre s'appelle Jean-Denis Combrexel. C'est mon pote, il est directeur général du travail, je suis un peu en contentieux avec lui pour tout ce qui est. Et Jean-Denis Combrexel a été nommé pour faire la recodification. Alors, liaison sociale, je le dis au passage, a révélé l'année dernière que pendant toute la période de presque 3 ans que va durer cette histoire, Jean-Denis Combrexel dînait chaque mois avec Denis Gauthier-Sauvagnac. Pour ceux qui ne connaissent pas, Denis Gauthier-Sauvagnac, c'est l'homme de la caisse noire de l'Union des industries et métiers métallurgiques, qui avait quand même quelque chose comme 600 millions d'euros d'argent noir piqué en double cotisation sur les entreprises de métallurgie, qu'il faisait fructifier et qu'il distribuait sous forme d'argent corrupteur depuis des années et des années, à raison de 2 millions d'euros par an. Puisqu'il a été pris la main dans le sac, il allait faire chercher par son chauffeur et sa secrétaire des mallettes de 26 à 32 kilos d'argent liquide, et il distribuait pour les députés, pour faire voter les lois, et il les donnait aux employeurs pour qu'ils résistent aux grèves. Parce que
ces gens ont beau être pour la concurrence libre, ils vont fausser. Ils savent la fausser quand c'est leur intérêt. Et donc Denis Gauthier-Sauvénial, vous savez, a été mis en examen. Il était président du l'UNEDIC quand même. Et il avait la particularité de payer les salaires de ceux qui travaillaient pour lui en liquide. Et quand même, c'est des blagues avec Internet, c'est le compte de Toto. Le compte de Toto de Denis Gauthier-Sauvénial, c'est lui comme président de l'UNEDIC qui doit gérer les cotisations de l'UNEDIC, de payer les salaires sans cotisation pour l'UNEDIC. Ça, c'est quand même le compte de Toto. On peut en faire beaucoup. Et se payer l'homme, ils sont payés pour ça, je crois, c'était 240 000 euros par an pour faire ça. Et quand il a été pris la main dans le sac par le Tracfin, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent liquide, la salle, il a expliqué que bon, il n'allait rien dire. Donc il a fait silence. Et Madame Parisot, elle a dit beaucoup savaient inconsciemment. Je vous invite à méditer parce que s'il y a des jeunes étudiants qui veulent faire une thèse sur le savoir inconscient collectif, je les encourage. C'est un livre qui dirait beaucoup. Elle a même été mise en cause par un des prédécesseurs de Denis Gauthier-Sauvénial, qui s'appelle Daniel de Gavrin, et qui lui a dit mais si elle savait. Alors elle l'a attaqué en diffamation par exemple. Et c'était le 19 janvier dernier, et le tribunal le 1er mars de cette année a dit non, elle savait. Enfin, inconsciemment. Elle a dit aussi, d'ailleurs, c'était un secret de famille honteux. Et puis elle a ajouté, je me sens salie. C'était il y a 1 an et demi, mais c'est pas la paix. Alors, je dis ça parce que, c'est pour faire même la parenthèse, sur les liens de Jean-Denis Combrexel, je me suis fait mal voir par mon directeur général du travail, donc j'ai écrit un article sur Jean-Denis, ligne avec Denis. Alors, on a un petit contentieux. Mais Jean-Denis s'est donc occupé de la codification, il a nommé qui? Dans la commission pour réécrire le code, à droit constant. Il a nommé Jacques Barthélémy. Ça ne vous dit rien. C'est le cabinet d'avocats sur la place de Paris le plus puissant, le plus qualifié en droit du travail, avec des réseaux en province. Au total, ça fait 400 juristes au service du MEDEF. 400 juristes. C'est ceux qui ne ratent jamais une décision d'un juge. Ils savent l'âge de son petit dernier, ils savent quand est-ce qu'il a été malade, quand il était absent, dans quel tribunal prud'homme, comment comparer une jurisprudence avec une autre. Jamais il ne rate un argument pour pouvoir casser une décision favorable à un salarié pour pouvoir soutenir l'employeur. C'est le cabinet principal du MEDEF. Et Jacques, cabinet Barthélémy. Et c'est lui qui a été au cœur de la codification. Jean-Denis Combrexel a aussi nommé un universitaire bordelais qui s'appelle Christophe Radé, que j'anime aussi tous les soirs. Alors celui-là, c'est lui qui a fait la préface au code, quand celui-ci a été fini d'écrire dans sa partie législative. Et le gars, il a écrit, tenez-vous bien, il va falloir des mois, voire des années, pour que le nouveau code révèle tous ses secrets. Il est tout courant, hein, c'est lui qui l'avait fait. Il était chargé de rendre le texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus lisible, plus accessible aux usagers, et il termine sa préface en disant ce sera un effort colossal pour les usagers. Alors effectivement, parce que là où il y avait 273 subdivisions dans le code du travail, ils en ont fait 1850. Là où il y avait 1150 lois, ils en ont fait 3850. Là où il y avait 9 livres, ils les ont réduits 1000 livres, mais ils ont enlevé 500 lois qu'ils ont transformées en décrets. Ils ont tout recodifié, tous les chiffres qui étaient à 3 chiffres, en 4 chiffres, et ils ont fait trouver de cette façon-là toutes les jurisprudences qui peuvent se refaire autour des nouveaux articles du code. C'est quand même une métamorphose assez considérable. Alors on avait du mal pour suivre ça au début, parce que ça s'est fait lentement, ça s'est fait technocratiquement, ça s'est fait silencieusement dans toute l'année 2005. Et dans l'année 2006, les syndicats étaient censés être associés, c'est-à-dire qu'ils donnaient chaque fois, une fois par mois, au texte aux 5 syndicats officiellement représentatifs sur la liste de l'arrêté de 1966, c'était la CGC, la CFTC, la CGC et FO, et ils leur donnaient ça, les syndicats avaient du mal à suivre, et puis le mois suivant, ils avaient un autre truc, parce qu'ils avaient avancé dans leur travail, et jamais les organisations syndicales n'ont jamais pu avoir le temps de travailler comme tous les juristes qu'ils avaient en face d'eux, et à la fin, ils ont sorti le texte quasiment tout voulu, sans qu'il y ait de concertation, de discussion avec les organisations syndicales. Entre-temps, d'ailleurs, Villepin qui savait ça, parce que c'était le ministre qui avait fait ça le 16 février 2005, c'était Gérard Larcher. Il a été récompensé depuis les présidents du Sénat, le ministre du Travail de l'époque. Je vais vous faire une belle citation de Gérard Larcher, parce qu'en février 2005,
et dans une convention de l'UMP, à la moitié du mois, il a dit il y en a assez dans ce pays que le code du travail soit interprété par les oulémas de la Cour de cassation qui donne une interprétation salafiste des textes. Je vais inventer, je vous jure. Là, il est ministre du Travail. Vous voyez la haine, c'est presque du pariso dans le texte. Vous voyez la haine qu'il y a contre le code. Et donc, les gens qui président à la réécriture du code ont cet état d'esprit-là. Vous voyez bien. Et Villepin croyait dans sa bataille à l'époque contre Sarkozy qu'il allait pouvoir s'appuyer sur ce travail pour en tirer le maximum du profit et s'imposer. C'est pour ça qu'il a fait le contrat nouvelle embauche. Si vous vous souvenez, qu'il a fait à l'époque l'apprentissage à partir de 14 ans, en permettant à des jeunes de 15 ans de travailler le dimanche et de nuit, ce qui n'existait plus depuis pratiquement un siècle. Et à l'époque, Villepin a eu quelques difficultés. Le CNE, finalement, ça a fait fiasco. Puis il a fait le CPE, le contrat première embauche, là, vous vous en souvenez, c'était seulement il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. Vous vous rappelez, on s'est mobilisé pendant 2 mois, tout le monde était sur le pont, toutes les unités syndicales, toutes les organisations de jeunesse, et on a fait 3,5 millions de manifestants le 4 avril. Ils étaient à genoux, vous vous souvenez, à genoux. Chirac, à l'époque, avait promulgué la loi en disant qu'il ne devait pas s'appliquer. J'ai un souvenir. Moi, ce jour-là, j'étais à Ussel, en Corrèze. J'en ai une mémoire absolument gravée. C'était un forum social limousin. Il y avait, je ne sais plus, 1100 personnes, un peu plus de problèmes ou de politique, mais c'était sympa. Mais surtout, je cherchais un poste de radio et de télé absolument partout pour savoir qu'est-ce que disait Chirac. C'était mon portable qui avait sonné, et c'était un copain grec à moi qui est journaliste de presse à Athènes, puis qui m'appelle, puis qui me dit Gérard, qu'est-ce qu'il fait Chirac? Il promulgue une loi dont il demande qu'elle s'applique pas. Alors j'écoute, j'ai du mal, je me renseigne, tout. J'écoute, éclaire-moi, comment j'explique ça aux Grecs? Les Grecs se débrouillent. Moi j'ai un cercle. Mais je me rappelle bien que Chirac à l'époque avait nommé les 2 chefs de groupe parlementaires de la droite pour écrire en 8 jours le contraire du texte qui avait été écrit pendant 2 mois par la majorité parlementaire, contre l'avis de son ministre de l'Intérieur qui au début était pour mais qui avait changé d'avis après, et de son premier ministre qui était toujours pour et qui ne voulait pas que ça se fasse mais qui allait laissé faire. Bon, je résume quand même, c'est un bon moment pour s'en souvenir, ça peut en venir. Voilà. Alors, une chose qu'on ne sait pas, c'est que quand on a gagné le CPE, et je vous l'apprends ce soir, on a en même temps gagné à l'époque contre la recodification du Code du travail. Parce que Villepin avait l'intention de promulguer le nouveau code en mai et juin 2006. Et il n'a pas osé. Vous savez, il a pris une claque, c'est absolu. Or, ça leur a posé un gros problème. Parce que le délai fixé par l'ordonnance de décembre 2004 était achevé le 30 septembre 2006. Il ne pouvait plus le faire. Mais je vous ai dit qu'ils s'étaient têtus, opiniâtres, que jamais ne cédait. Donc ils ont profité, dans le dernier trimestre 2006, d'une loi qui était intitulée sur l'intéressement et la participation, pour y glisser ce qu'on appelle un cavalier parlementaire. Un cavalier parlementaire, c'est un article qui parle d'autre chose que ce dont la loi parle, mais on le met dans la loi quand même pour le faire voter en même temps. Et c'était l'article 57. La loi sur l'intéressement et la participation a été promulguée au journal officiel le 30 décembre 2006. Enfin, si vous voyez la veille du réveillon, quoi. Vous avez tous lu ça, bien sûr, vous aviez ça à faire ce point-là. Et dedans, il y avait l'article 57 qui renouvelait le délai du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007. Ils y tenaient. Et Larcher a dit au Sénat, en janvier 2007, il a dit on va le faire avant la présidentielle. Et même les sénateurs de droite ont dit ah, pas chiche, on ne va pas y arriver. Alors il l'a redit à la Commission nationale de la négociation collective qui se tenait le 6 février 2007. Et les 5 syndicats qui étaient là ont hurlé. Ils ont dit mais c'est pas possible, c'est un coup de force, on n'est pas prêt, vous n'avez pas consulté, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a une lettre commune des 5 syndicats qui date du 14 février 2007, qui protestent tous ensemble, qui disent non, on ne veut pas. Voilà, 5 syndicats. Et bien ils vont promulguer au Conseil des ministres du 7 mars 2007. Chirac va le promulguer. Il l'avait déjà fait en faisant que ça ne s'applique pas tout de suite. Il promulgue ça dans une ordonnance
du 12 mars 2007, en pleine campagne présidentielle. Une ordonnance de 994 pages, format A4, qui est publiée, et dont il dit ça s'appliquera en 2008. Nous, on hurle. Je me rappelle, les collègues ont suivi ça autant qu'on pouvait, c'est notre travail. Et impossible de se faire entendre, je vous assure. Pas une radio, pas une télé, pas un journal, pas une personne, pas un candidat à l'élection présidentielle n'accepte de l'évoquer et d'en discuter. Pas un. On envoie des petites notes, on fait le siège des entourages, on essaie de dire attention, il se passe quelque chose de grave, regardez ça. En pleine campagne présidentielle, dans ce pays, on peut changer le code 1. Même à l'extrême gauche. Bien sûr, personne. Aucun candidat. Strictement aucun candidat n'en a parlé. Et on peut en France faire ça. C'est un peu la République à la Poutine. C'est une République bananière. On le fait dans le dos. Et des syndicats qui s'y opposent. Et du peuple auquel on n'entend rien. Un silence total. Il n'y a que la CGT qui va en mars. La CGT en mars, elle saisit le Conseil d'État. Alors le gouvernement va, le 18 avril, 4 jours avant le 1er août, renvoyer ça aux assemblées. Avec les temps de l'élection et les hasards du calendrier parlementaire, ça va arriver le 26 septembre au Sénat. Les sénateurs vont recevoir les 994 pages la veille. Et ils vont voter le nouveau code en 25 minutes chrono. Ça va arriver à l'Assemblée nationale le 4 décembre. Alors on s'agit, moi j'ai pas encore réussi, j'ai envoyé avec mes collègues, on a envoyé des articles dans toute la presse, partout. Personne ne reprend, personne. Et j'ai un coup de faux avec le journal Libération in extremis, le 23 novembre 2007. C'est une remplaçante qui s'occupe de ils appellent ça les rebonds. Enfin, c'est les tribunes qu'on peut passer dans Libération. Et il y a une remplaçante qui me dit, monsieur Fuller, je viens de lire votre papier, là, mais qu'est-ce qui se passe sur le code du travail? Mon journal n'en a jamais parlé, j'ai passé l'occasion. Alors elle me dit, je vais vous le passer dans 15 jours. Ah ben j'ai dit, ce sera trop tard, la loi est votée. Alors elle me dit, bon ben alors je vous le passe vite, elle le passe le lendemain, 23 novembre. Et elle met le titre, massacre, c'est même pas moi qui mais massacre du code du travail dans un silence général. Bon, vous savez, la première personne qui m'appelle ce jour-là, à 10h du matin. Un membre du Conseil constitutionnel. Il y en a, ne cherchez pas, il y en a qu'un. À gauche. Ah oui, les 10 autres ont été par la gauche, nommés par la droite, et les 2 autres, c'est les 2 anciens présidents, donc c'est Pierre Jox qu'il s'agit, qui est d'ailleurs syndiqué à la CGT, c'est le seul membre du Conseil constitutionnel qui soit syndiqué, et qui me dit, Gérard, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu peux m'apporter des documents, tout, là, il y a le papier sous le bras. On avait commencé, celui qui a fait la comparaison des 2 textes, je lui rends hommage tous les soirs, s'appelle Richard Aposit, c'est pas moi qui l'essentiel du travail. Richard Aposit, c'est un inspecteur du travail en retraite de Montpellier, qui lui bossait depuis 3 mois, et il a fallu 3 mois pour qu'il fasse 150 pages pour étudier les différences entre les 2 textes. Et donc nous, on s'est mis à faire 150 amendements, et on les a donnés au groupe vert à l'Assemblée, au groupe PC et au groupe PS, pour qu'ils se battent pour faire revenir le droit ancien dans le droit nouveau. Bon. Et alors Jox me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors j'ai visité le Conseil constitutionnel ce jour-là, magnifique. Hein. C'est des beaux tapis, il y a des moquettes, il y a des chauffeuses, il y a des bureaux alignés au-dessus des colonnes de Buren. C'est vraiment magnifique. Hein. Il y a des écrans plats, toute une maison de retraite. Et je discute avec Pierre Jox, je lui dis, mais enfin, tu vas pouvoir faire quelque chose et tout. Il me dit, mais tu rigoles, ils n'en ont rien à foutre du code du travail. Rien à foutre. Ça va passer comme une lettre à la poste, on va essayer de faire en amont parce que bon, j'ai dit, bah écoute, tu m'aides. On avait réussi à faire une conférence de presse du PC, des PS, des Verts, à l'Assemblée nationale. On avait tous les syndicats d'inspection du travail, 6 syndicats d'inspection du travail. Tous, on en a 6. Hein. Et puis il y avait le syndicat de la magistrature. Et grâce à cette conférence de presse, on a réussi à voir, on est passé de 0 articles sur Google à 100, 120 articles. J'ai eu une de l'humanité une douzaine de jours après. Et puis j'ai eu des 2 pages dans mon diplomatique au mois de mars. Enfin bon, ça a percé seulement à partir de ce moment-là. Vraiment, on ramène 3 ans, pour vous dire. Parce que l'argument de la droite, c'était mais on ne change rien dans le code. C'est un droit constant. On n'a rien changé. Et d'ailleurs, dans la nuit, parce que ça va passer quand même à l'Assemblée le 4 décembre, et alors les groupes de gauche, du coup, sont un peu plus gonflés,
Et ils vont tenir, au lieu des sénateurs avec 25 minutes, je te dis, la gauche va tenir 8 heures. 8 heures. Hein. Et au bout de 8 heures, la chèvre de la gauche a été mangée par le loup UMP, qui a fait passer le code. Et la tante de l'UMP, qui était une députée de Perpignan, qui était nouvelle, il lui avait dit, oh, tu connais pas le dossier, mais c'est pas grave, tu réponds, c'est à droit constant. Alors si vous regardez le journal officiel, elle passe toute la nuit à chaque amendement à dire, mais non, ça change rien, c'est à droit constant. Mais non, rien n'est changé, c'est à droit constant. Et quand elle n'y arrive pas, vous avez Xavier Bertrand, le ministre du Travail de ce moment-là, qui reprend, et vous voyez, non, c'est à droit constant. Il nie qu'il y ait des changements. Ah, et on a seulement réorganisé le texte, mais on ne l'a pas changé. Et nous, on doute, parce que je vais vous parler maintenant du fond, d'autant que c'est passé finalement au Sénat le 19 décembre avec la réunion de 2007, que le Conseil constitutionnel, comme prévisible, a validé le nouveau code, la partie législative, le 17 janvier 2007, et qu'il est rentré en application au 1er mai 2008, c'est-à-dire il y a bientôt 11 mois. Je raconte ça, je sais que c'est lourd dans le temps la procédure, mais je crois qu'il faut le savoir. Parce que il y a quelque chose de scandaleux, parce qu'on passe ainsi par-dessus le Parlement, par-dessus les syndicats, sans dialogue social, sans débat public, pour changer une chose aussi essentielle qui a été bâtie en 160 ans. C'est un code fait de chair et de sang, de lutte et de larmes. Chaque alinéa, chaque virgule est le fruit d'une grève, d'une bataille, d'une conquête, d'un recul. Il exprime au mieux à la virgule près, dans chaque alinéa, je le dis, les rapports de force sociaux. Et ils l'ont changé comme ça. Hein. Moi, j'ai des choses d'indigné, profondément. C'est tellement antidémocratique. Et c'est parce qu'ils le font de plus en plus, quoi. Sans associer le peuple. Ben voilà, pour le traité de Lisbonne, ou bien pour le traité constitutionnel européen, on fait ça. Vous l'avez même pas lu, on vous dit, allez, c'est vachement bon, c'est pas de problème. Voilà. Sans qu'il y ait de communication, d'éducation, de discussion. Voilà. Bon, enfin bon. Qu'est-ce qu'ils ont changé sur le fond? Des choses énormes qui vont s'appliquer dans le fond. Alors, je vais prendre d'abord les points de doctrine, et après des exemples. Alors, je dirais le premier point de doctrine, ils sont attaqués au cœur de l'histoire du code. Ils ont enlevé toute la partie qui avait trait à la durée du travail, et ils l'ont enlevé du chapitre conditions de travail, où elle était. Et ils l'ont mis dans le chapitre salaire. Alors, il y a un avocat sur Internet, quand j'ai écrit ça pour la première fois, il m'a dit, vous faites des histoires pour rien, parce que ils ont changé le bibelot de l'étagère, mais il est toujours là, le bibelot, il est dans un autre étagère. Donc c'est un changement de plan, faites pas fromage là-dessus, quoi. Mais si, parce que si vous traitez la durée du travail qu'en fonction de l'argent et pas en fonction de la santé des gens, l'approche est totalement différente. Alors pas vraiment, hein. Parce que pourquoi on a mis les durées maximales du travail? On a mis, on ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour et pas plus de 48 heures par semaine. C'est pour protéger les gens, évidemment contre l'exploitation, mais aussi même contre eux-mêmes. Du point de vue de leur santé. C'est bien une question de santé, biologique, de vécu, d'équilibre humain. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tous les gens ne chaussent pas du 35 pour dire qu'ils étaient contre les 35. C'est des paris, c'est formé la paris. Moi, on ne chausse pas du 35. Et quelqu'un lui dit, ah, c'est pas la même chose, on a en entreprise chez Peugeot, bien dans le garage du coin. Mais si, parce que l'humain, il est le même dans le garage du coin, dans la grande entreprise sur Peugeot. Au bout d'un X heures de travail, il a besoin de se reposer, de vivre, de voir sa famille. Enfin, c'est une question d'équilibre profond, qui a des conséquences sociales énormes. Si vous ne traitez pas la durée du travail du point de vue de ces conséquences sociales, vous la traiterez publiquement du type combien d'argent, combien tu fais, combien de production, etc. Vous pouvez ramener à 14 heures par jour sans aucun problème, il n'y a pas de raison. Donc vous faites un siècle et demi de recul. Vous reprenez au docteur Villermain, donc j'ai pris la peine de vous souvenir au début de l'histoire. Bon. Alors c'est pas un changement secondaire. Mais c'est le premier qu'ils ont fait. Le deuxième, ils ont changé le statut des apprentis. Ah bon, moi je suis sensible aux apprentis parce qu'on en a en gros 260 000 en France. Bon, pour beaucoup, c'est la découverte du travail. C'est un contrat de travail. Donc il avait le droit à y compter. Par exemple, on pouvait voter pour les prud'hommes à partir de l'âge de 16 ans. Et
Et même, du coup, quand Villepin fait l'apprentissage à 14 ans, à partir de 14 ans. Parce que c'était un contrat de travail. Et ouais. Mais c'est plus un contrat de travail. Maintenant, les apprentis sont devenus des stagiaires de la formation professionnelle. Alors, ils ne comptent pas dans les effectifs de l'entreprise de la même façon. Ils ne peuvent plus voter au prud'homme. Ils ne peuvent plus se réclamer de l'ensemble du code, mais seulement de ce qui est mis dans les chapitres qui les concernent dans le stagiaire de la formation professionnelle. Et le stagiaire de la formation professionnelle n'est pas un contrat de travail. Ce n'est pas un droit constant. Je vais vous donner un troisième exemple. Ils ont éclaté le code. C'est-à-dire qu'ils ont renvoyé les mineurs, il y en avait beaucoup, mais au code des mines. Ils ont renvoyé les dockers, il y en a encore, au code des affaires maritimes. Ils renvoient les assistants maternels à un futur code de la famille. Les enseignants privés à un futur code de l'éducation. Les salariés des transports veulent faire un code des transports. Les salariés de l'énergie veulent faire un code de l'énergie. Et ils ont renvoyé les ouvriers de l'agriculture au code, les ouvriers agricoles, au code de l'agriculture. Alors, je vous explique ça. C'est un rêve de MEDEF, ça. Parce que si vous voulez passer d'un droit collectif à un droit individuel, le meilleur chemin, c'est d'éclater le droit. Et si vous faites 5, 6, 7, 8 codes, après vous pourrez faire avancer les codes à un pas différent. Je prends l'exemple des ouvriers agricoles. Ils ont mis 40 ans. 40 ans pour rentrer dans le code du travail. Ils sont rentrés en 68. À l'époque, il y avait un SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. Il y avait un SMAG, salaire minimum agricole garanti, qui est devenu, après 68, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pour y parvenir, on a augmenté après 68 les ouvriers tout court, enfin, ceux qui étaient dans le code du travail, de 33%. Et le SMAG de 55%, pour qu'ils arrivent au même niveau. D'abord, petit coup de chapeau, on a depuis en mai 68 33% d'augmentation de salaire. Ça a été possible. Est-ce que ça a fait fermer les entreprises? Pas du tout. Pas du tout. Les gens ont mieux vécu et il y a eu tout de suite un développement impétueux pendant au moins 3, 4, 5 ans. Et on dit parfois, mais ça a été pris par l'inflation. C'est pas vrai. Parce qu'à l'époque, les salaires étaient indexés sur les prix. Jusqu'en 1983. Et dans les années 70, les gens ont pu acheter des lave-linges, des choses qu'ils ne pouvaient pas se payer auparavant. Et il y a eu pendant un certain temps une augmentation de la consommation et un progrès qui s'est tenu jusqu'à ce qu'ils fassent régresser ça ultérieurement. Mais on a eu 33% d'augmentation. Je dis ça parce que vous savez que si on faisait la même augmentation aujourd'hui, on ça porterait le SMIC. Moi j'ai fait le calcul. Le SMIC serait à 1740 €. Hein, c'est sur le prix de la vie, on va être 30 €. Ça fait rêver, hein. Et quand ça fait rêver, ça donne envie de lutter, en général. Et l'intérêt de la chose, parce que je ferme la parenthèse, c'est que les ouvriers agricoles se sont trouvés au même niveau. Mais avec à nouveau, dans le code de l'agriculture, ils peuvent décider demain de séparer le SMIC et le SMIC agricole. Et bien, c'est bien aussi pour un SMIC hôtelier. Et donc, ils peuvent arriver à faire des SMIC différents, donc éclater le SMIC, comme l'horaire, madame, par exemple, qui ne veut pas le SMIC. Elle voudrait que le SMIC soit annualisé. Elle voudrait qu'il soit nommé par une commission des sages. Elle voudrait qu'il ne soit pas du tout indexé sur les prix, mais qu'il dépend d'une décision de cette commission des sages, genre PCE. Et alors maintenant, en plus, il y aurait des SMIC différents, parce que vous avez des codes différents. Ça devient possible qu'on éclate dans le code. Alors, c'est pas un droit constant, ça. C'est pas un droit constant. Non, c'est plus un fait professionnel. Oui, bien sûr, mais surtout, il y a autre chose. C'est qu'il s'intègre au salariat. Si vous me permettez, je vais faire la parenthèse là-dessus. Je vous ai mis dans le titre, je vous en remercie de la conférence, on est mis en défense du droit du travail et du salariat. Or, le salariat, il faut regarder ce qu'il est. Salarié, si vous saviez. Parce qu'en 1945, il y avait un peu plus d'un actif sur deux qui était salarié. Pas plus. Les autres étaient artisans, commerçants, agriculteurs, employeurs, comment dire, indépendants. Bon, voilà. Et c'était presque un sur deux. Mais en 60 ans, le salarié a gagné. Parce que le salarié aujourd'hui, c'est 91 à 93%. Ça dépend des instituts. De la population active. Le salarié est dominant. Le statut de salarié est dominant. Du coup, le code du travail est devenu aussi plus important, parce que quand vous changez de ligne du code du travail, vous changez le sort de 91% de la population active.
Et le salariat, il est plus homogène, contrairement à tout ce qu'on nous dit le matin sur les radios. Je ne sais pas qui vous écoutez, moi c'est Jean-Marc Sylvestre, il est remplacé par Jean Rousseau maintenant. Vous avez remarqué que sur France Inter, Jean-Marc Sylvestre, il s'est plaint parce qu'il a eu une succession de CDD pendant 20 ans et il est au prud'homme pour faire requalifier son contrat en CDI. C'est la première fois que je me souviens de ma vie. Alors, il nous raconte tous les matins dans toutes les radios qu'en gros le salarié est éclaté, quoi. La précarité, les statuts différents, l'individualisation des salaires, on doit faire 3 métiers dans sa vie, habituez-vous à ne pas avoir un vrai emploi, il faut sans arrêt se former, parce que pour commencer toujours, et soyez souple, et soyez mobile, et soyez flexible, enfin bon, tout ça. Bon. Mais en vérité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans le salariat d'aujourd'hui, les gens restent plus longtemps sur le même poste qu'il y a 20 ans. En 1982, la moyenne d'un CDI était de 9 ans et 6 mois. Aujourd'hui, elle est de 11 ans et 6 mois. 20% de plus. Le contraire de tout ce qu'on nous dit. Vous allez faire 3 métiers à votre vie? Non, vous restez plus longtemps dans les entreprises. Et pourquoi ils montent? Parce que si tout le monde savait qu'on reste plus longtemps dans l'entreprise, on demanderait plus souvent une augmentation. On finirait même par s'indiquer pour le savoir. Il faut nous laisser croire que la précarité a gagné. Alors, la précarité a progressé. Elle est double. C'est 15% des contrats. Il ne faut pas se laisser aveugler. Il reste 85% de CDI. Alors on dit oui, mais les jeunes, ils sont pris à 80% dans le précaire. CDD, intérim, etc. C'est vrai, en flux, mais pas en stock. Parce que entre 29 ans et 54 ans, 95% des contrats sont des CDI. Alors, la précarité, ça touche les jeunes, les femmes, les immigrés. Ils voudraient que ça touche les seniors, mais ils n'y arriveront pas. Mais le corps du salariat est encore en CDI. Ça vaut le coup de le dire, vous savez. Parce que la précarité, c'est comme les termites. Ça ronge les pieds du meuble du CDI, mais il y a un CDI à défendre. Si vous dites seulement la précarité a gagné, vous avez moins d'espoir et vous vous sentez moins fort. Finalement, vous courez en disant, ça y est, ils nous ont eu. Mais ils ne nous ont pas encore eu. Et je vois même dire que le salariat, ils disent, ah, on individualise les salaires. C'est pas vrai non plus, le résultat. Parce que l'écart des salaires, pour une date au hasard, entre mai 68 et aujourd'hui, 40 ans, eh bien, en mai 68, la moyenne des salaires d'écart était 6 fois plus élevée que la moyenne des salaires des ouvriers et des employés. 6 fois. Aujourd'hui, c'est 2,3 fois. Les salaires se sont compactés. Ils font du baratin pour faire des évaluations individuelles, noter la tête du client, ce qu'il a produit, pas produit et tout. Mais en vérité, les salaires se sont compactés. 98% des salaires sont en dessous de 3 200 €. Et le salaire médian, 50% en dessous, il est de 1 480 €. Voilà. Alors, je ne parle pas des 2% de salaire, on parle seulement dans toute la presse, avec Stockholm, chapeau, Reine Dorée, etc. Non, ni du salaire de Wagner, ni de Madame Parizeau, non. Je parle de la masse des salaires de ceux qui sont salariés, qui produisent de richesse, ils se sont compactés. Ils sont resserrés. Et vous savez, quand on creuse plus, il y a moins de différence entre ce qu'on appelait dans le temps les cols bleus et les cols blancs. Les cols blancs, c'était le gars qui était en haut dans le bureau, en haut de l'esprit. Tandis que le col bleu, c'était le gars qui était dans la merde, en bas, dans le cambouis, à l'atelier. Et bien, les différences n'existent plus de cette façon-là. On a encore 6 millions d'ouvriers, 9 millions d'employés. Et maintenant, vous avez des ouvriers qui sont en col bleu, la bande blanche, moi je les ai vus, j'ai visité, ils sont dans les ordinateurs qui font marcher les hauts fourneaux, ce sont des techniciens pointus, hein, et ils ont des bons salaires. Et vous avez des employés, ils nettoient les chiottes au fond du McDonald's. Donc la différence au col bleu, col blanc n'est pas la même nature qu'il y a un siècle. Il y a un brassage beaucoup plus important, il y a une fusion des situations de travail, puis finalement le salariat, comment il se définit? Il a que sa force de travail avant. Point. Et il a toujours l'épée de la NPE sur la nuque. Et c'est un point commun. C'est un point commun. Non, du Pôle emploi, pardon. C'est un point commun. C'est ma façon de m'exprimer. C'est un point commun à tous les salariés. Et je dis ça parce que le salarié, en fait, a tendance à être plus homogène et donc plus fort.
Si vous éclatez le salarié du point de vue de ses droits, accompagné d'une bataille et d'une culture idéologique pour vous dire la précarité, c'est fini, vous pouvez plus avoir un statut comme avant, vous n'avez plus les mêmes droits. C'est le même discours par raison. Je le montre sur tous les ans et qui s'opère. Voilà. Et donc quand ils éclatent le code, c'est plus facile. Et je vais vous dire la quatrième chose qu'ils ont fait, essentielle, de façon doctrinale. Ils ont changé, ou tentent de changer, l'aspect fondamental de la vie en entreprise et du contrat de travail. Ici, vous savez tous qu'est-ce qui définit un contrat de travail. C'est un lien de subordination juridique permanent. De subordination juridique permanente. C'est le trait essentiel du contrat de travail. Quand vous êtes dans une entreprise, il n'y a pas d'égalité avec l'employeur. Vous êtes subordonné. C'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat et de la fin du contrat. Si vous embauchez à temps partiel, c'est lui qui vous embauche à temps partiel. Il doit mettre des horaires sur le contrat de travail en précisant comment sont réparties les heures dans la journée, dans la semaine et dans le mois. Si vous embauchez à temps plein, c'est 151 heures, réputé être 151 heures 66, puisque c'est les 35 heures transposées, mensualisées. Et si vous voulez faire des heures supplémentaires, c'est l'employeur qui le décide, ce n'est pas vous. C'est-à-dire que personne dans ce pays n'a la liberté de travailler plus. Ça n'existe pas. Si vous vous décrivez dans un devoir pour devenir contrôleur du travail, il y aura la liberté de travailler plus, vous êtes recalé. Quand on vous entendait à la radio, vous pourrez travailler le dimanche selon le volontariat, le journaliste recalé. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail. Vous allez pouvoir travailler jusqu'à 60 ans. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail. Vous êtes subordonné. Je le dis parce que moi je rentre dans des entreprises, parce que vous avez peut-être déjà vu ça sous ma pub, mais comme ça se passe de plus en plus souvent, une DRH elle me dit bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. Alors moi je fais là, je dis pourquoi? Elle me dit mes collaborateurs, je dis enfin qu'est-ce que c'est là? Il y a des gens extérieurs à l'entreprise. Alors je dis mais non, c'est des salariés, comment vous pouvez les appeler collaborateurs? On ne peut pas être à la fois subordonné et collaborateur. La notion de collaboration implique une notion d'égalité, la subordination bien sûr que non. Même si on les appelle comme ça pour les valoriser. Mais arrêtez! Parce que dans le code du travail, même en codifié, j'ai pas une seule fois le mot collaborateur. Ça n'est pas écrit, c'est marqué salarié. Même si nous on croyait que. Mais j'ai dit, vous avez qu'à imaginer si on a dit mot collaborateur en 1945-46 dans le code du travail, qu'est-ce que ça aurait donné? Hormis le siège, là, c'est une question de fond. Hein. Parce qu'il y a des dirigeants dans l'entreprise, on les endobine, on leur dit vous êtes tous dans le même chaîne, vous êtes tous dans le même dé, on est en même bateau, voilà, on est en même bateau, on est des équipiers. Et alors, ça part jusqu'à ce que le patron il s'en aille avec le bateau, hein, puis vous restez amarré sur le quai au Pôle emploi, et vous apercevez que vous n'êtes pas collaborateur du tout, hein, vous êtes bien subordonné. Et il faut mieux que les gens le sachent. Parce que c'est l'idéologie à l'apparition, pour arriver à des contrats de gré à gré sans droit collectif, il faut qu'on donne cette notion. Or, le code du travail, je vais vous en donner une autre définition, c'est une contrepartie à la subordination. En échange du fait que vous soyez subordonné, vous avez des droits. Et on en arrive à vous dire que vous ne l'êtes pas pour vous enlever vos droits. C'est pas seulement de la psychologie, c'est de la sémantique. C'est une vraie bataille idéologique derrière cette histoire. Et si vous me permettez, quand moi je vais dans un chantier, je vois un ouvrier qui n'a pas de chaussures de sécurité. Je lui dis rien à l'ouvrier. Je lui dis, il n'y a pas de casque et tout. Je vais voir le patron. Et je lui dis, monsieur, je vais vous mettre en procès-verbal pour vous envoyer devant le juge, en espérant qu'il vous mette l'amende la plus forte possible, parce que cet ouvrier n'a pas de chaussures de sécurité. Subordination, devoir, je connais le discours du patron. Ah bon? Il les a pas mis? Ça fait 30 ans que je vais expliquer. Bon. Et moi, immanquablement, ma réponse c'est monsieur, vous savez vous faire obéir de lui pour le faire arriver à l'heure, vous savez vous faire obéir de lui pour le faire travailler. Vous avez en contrepartie une obligation qui est d'assurer sa sécurité avec une obligation de résultat. C'est donc vous qui allez être sanctionné parce qu'il n'a pas de chaussures de sécurité. Je sais que je l'enfonce des portes pour un certain nombre d'entre vous, mais c'est fondamental, on ne l'explique pas assez autour de nous. Et c'est pas seulement pour les questions d'hygiène-sécurité, parce que
que le garde-corps ou autre chose. Non, non. C'est pas là pour la durée du travail. Moi, si je rentre dans une banque le soir à 19h, 21h, rassurez-vous, ça n'arrive pas souvent, hein, parce que l'Association française des banques patronales, elle faisait croire que les inspecteurs du travail étaient tatillons, et ils se cachaient dans les empoignures des portes pour regarder si après la lumière le soir, et qu'à ce moment-là, il y a un contrôle. Comme on est 427 inspecteurs du travail seulement, on peut en faire beaucoup, ça. Hein, bon. Alors, ouais, ce serait mon inspecteur. Ceci dit, moi, pour rentrer dans une banque, je vous dis comment faire. Moi, je photocopie ma carte de service. Dessus, il y a écrit si vous faites obstacle à l'action d'un inspecteur du travail, vous risquez de 2 mois à 2 ans de prison et de 20 000 à 200 000 euros d'amende. Je photocopie ça, je passe ça sous la porte, on m'ouvre. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve des gens qui travaillent pour la 11e heure de la journée, ou la 12e heure de la journée. Des cadres. Alors, les cadres. Il y a toute une histoire là-dessus. Il y a des gens qui croient, le judiciaire de dire les cadres n'ont pas d'horaire. C'est pas vrai. Les cadres ont un horaire. Pas plus de 10 heures par jour, pas plus de 48 heures par semaine. Et seul échappe à ça une toute petite catégorie de cadres qui s'appelle les cadres supérieurs. Et c'est 0,2% des cadres. Ceux qui ont quasiment le statut de l'employé là. Alors, il y a beaucoup de cadres qui se croient supérieurs. Ça, c'est un autre problème. Mais ça, c'est comme la subordination. Il faut leur expliquer que non, ils sont de droit commun. Et ils ont intérêt de droit commun. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus les bouts de grisou qui tuent. C'est les accidents cardiovasculaires. Hein, on a 170 000 accidents cardiovasculaires par an. La moitié sont liés au travail. Je vous raconter juste pour détendre là, un des derniers contrôles la semaine dernière, en pleine crise, rue Puglienne. Moi j'ai tout le secteur autour de la bourse. J'ai 4500 entreprises, j'ai 45 000 salariés, et je fais dans une boîte de courtage. Vraiment comme dans les télés, les écrans, ils ont 8-10 écrans devant eux, quoi. Ils sont là, puis ils regardent, sur une ligne. Alors, attends, puis là, ça bouge. Puis l'autre il dit, ah, on y va. Oui, allez, vas-y, prends. Après, c'est extraordinaire, parce que ces mecs-là ne produisent rien. Mon père avait le policier, il fait des meubles. Cela, rien. Je vais vous dire, j'ai regardé les feuilles de paye de cette boîte. Je vais vous dire un mot avant. J'y suis allé parce qu'il y avait 3 dépressions nerveuses graves. Il y avait un suicide et il y a eu un accident cardiovasculaire grave. Je vais au CHSCT sur la demande d'un CE de 2e cours. Il n'était pas franchement syndiqué, mais il s'était dit, je vais au CHSCT, je vais prendre les horaires, c'est de 6h30 du matin à 23h, et il court après le fric tout le temps. Ok, j'ai vu les feuilles de paye. Les feuilles de paye, c'est des traders, on va dire, des traders. Entre 30 000 euros mensuels et 170 000 euros mensuels. J'ai pris la photocopie de la feuille de paye à 170 000 euros. Le gars, non, je crois que c'est pas lui qui a fait la table, mais bon. Ceci dit, comment est-ce possible? Quand je dis qu'ils produisent rien, je pense toujours à mon vieux père, ouvrier SNCF, qui jouait pardon, bref, je suis sûr qu'on partage tous le même sentiment à ce sujet. Mais dans les banques, ouais, il n'était pas roulant, il était sédentaire. Et les boîtes comme ça, les nouvelles du travail dans les banques et tout, vous avez des cadres, j'arrive quand je vois qu'ils font 11h ou 12h, je leur dis, vous ne devez pas. Et parfois ils me répondent, si c'est le cas de syndiqué, vous avez raison, si c'est le cas de pas syndiqué, ouais, comment, c'est ma liberté. C'est moi qui peux, j'aime mon métier, si vous m'empêchez de travailler, c'est comme ça qu'on fait la France, regardez comment ils font ailleurs, etc. J'entends ça. Alors moi, je ne dis rien à ce cas. Je vais voir le patron, et je lui dis, monsieur, je vais vous mettre un procès verbal pour vous envoyer devant le juge, pour qu'il vous mette une amende, parce que cet homme travaille plus de 10 heures par jour. Alors je connais la réponse du patron. Ah bon, il travaille 11 heures, je ne savais pas. Ou alors il y a des variantes. Ah bon, il travaille 11 heures, il s'organise mal. Ah bon, il travaille 11 heures. Oh, mais il y a une note de son chef de service, il n'a pas le droit, hein, parce que c'est écrit, hein, il ne sera pas payé. On dit, on ne veut pas qu'il fasse plus de 10 heures. À chaque fois, je fais la même réponse également, monsieur. Il fait plus de 10 heures. Il est notre subordonné. Vous allez lui payer l'heure, note de service ou pas note de service. Parce qu'elle est faite, et je l'ai constaté. Et donc, vous le lui devez.
Et c'est à vous de vous assurer qu'ils ne travaillent pas plus de 10 heures par jour. Vos notes de service ne valent rien. Vos trucs valent rien. Il fait 11 heures, aujourd'hui 12 heures, et bien par conséquent, vous lui donnez. Et en plus de vous mettre en procès verbal. Je m'explique bien sur le lourdement. C'est vraiment là. Un truc qu'il faut arriver à vous faire comprendre à des millions de gens qui ne saisissent pas toujours ça. Le rapport pour ça à l'entreprise. Mais ce qui est plus heureux dans l'entreprise, c'est la maison. Ouais, comme c'est le face à face. Il y en a un l'autre jour qui était plus heureux. Il y en a un l'autre jour qui était plus heureux comme ça dans l'entreprise. Il travaillait rue du 4 septembre, dans mon secteur, il est sorti le soir, il avait 54 ans, il a tourné le coin et il est mort rue de Richelieu immédiatement d'une crise cardiaque. Au bout de 14 heures de travail dans la journée. Moi je considère que mon travail, de protéger l'ordre public social et d'empêcher à la fois que les gens tombent quand il n'y a pas de garde-corps ou qu'ils tombent dans la rue quand ils ont fait plus de 10 heures par jour. La loi, c'est pas plus de 10 heures par jour. C'est pas plus de 48 heures par semaine. Et comme c'est une loi d'ordre public social, un patron qui fait travailler quelqu'un plus de 10 heures par jour, c'est plus de 48 heures par semaine, commet un trouble manifeste à l'ordre public, je cite, et c'est un délit. C'est pas une contravention, c'est un délit. C'est pas ça. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Je sais bien, cher camarade, je passe mon temps à lutter pour que ça soit respecté. Mais je passe aussi mon temps à le dire, parce que ce n'est pas connu. Et que la première des façons de le faire un jour respecter, c'est de la faire connaître. Parce que je rencontre encore des gens qui me disent, moi je suis au forfait, qu'est-ce que tu veux? On compte pas. Si on compte, 10 heures par jour, 48 heures par semaine. Et 48 heures par semaine est encore une durée maximale européenne. Qu'ils veulent faire bouger. Et qu'au Parlement, ils veulent faire passer à 65 heures. Mais le Parlement européen a voté contre il y a exactement 6 mois. Et la Commission continue à vouloir passer de 65 heures contre la durée maximale de 48 heures qui elle-même en Europe a été adoptée en 1793, directive 93-104, à l'exception d'un article 18 sur la Grande-Bretagne qui permet l'opt-out, c'est-à-dire de passer, avec des conditions qu'on discutera si vous voulez ultérieurement, au-delà de 48 heures. Mais 48 heures, c'est la loi en Europe. Alors, il y a des dérogations. Alors, d'accord, mais j'y viens en dérogation. Une dérogation, ça implique l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Préalable. Et la dérogation, c'est pour travailler jusqu'à 60 heures. Je voulais y venir, j'allais aborder ça plus tard dans mon exposé, mais j'anticipe. Parce qu'on peut travailler jusqu'à 60 heures, pour moi, les circonstances exceptionnelles, c'est quand il y a incendie de forêt ou sauvetage en mer. Et pour mon directeur départemental, c'est quand il y a défilé de haute couture. On n'a pas la même notion des circonstances exceptionnelles. Et même le directeur régional d'Île-de-France a autorisé des circonstances exceptionnelles, tenez-vous bien, en septembre 2003, pour les marbriers, pour qu'ils puissent travailler 60 heures en Île-de-France. Je vois que c'est non. C'est la qualité. Et il fallait graver les tombes. En septembre 2003, donc ils ont eu droit à une dérogation. Mais les dérogations ne peuvent être qu'exceptionnelles, comme le nom l'indique, motivées comme ça l'indique, et avec des demandes préalables, a posteriori, préalables de l'inspection. Sinon, c'est évidemment un délit. Je dis la loi, telle qu'elle est, encore dans notre code recodifié. Mais, ce qu'ils ont fait dans le nouveau code recodifié, parce que j'étais en train d'expliquer la subordination à propos de la durée du travail et des questions d'hygiène de sécurité, c'est qu'ils ont changé tous les plans. Et là où il y avait marqué obligation des employeurs, ils ont mis en vis-à-vis, sans toujours le remplir d'ailleurs, des chapitres obligation des travailleurs. Et ça n'a l'air de rien, mais par exemple, pour la chaussure de sécurité. Alors, l'obligation de l'employeur, porter la chaussure de sécurité. Obligation du travailleur, porter la chaussure de sécurité. Ah, il l'a pas mise. Ah, bah c'est sa faute. C'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là rentrer dans les détails devant le juge. Si le gars s'est coupé le pied ou blessé le pied gravement, parce qu'on a fait baisser quand même les accidents au pied dans le bâtiment de 80% grâce aux chaussures de sécurité. Et bien si c'est quand même blessé parce qu'il n'en portait pas, il faut prouver qu'il ne pouvait pas la mettre parce qu'elle n'était pas sa taille, parce que le vestiaire n'était pas rentré dans la bonne porte, parce qu'il y a eu un ordre de son chef à les poser tout de suite, parce que l'injonction générale de mettre une chaussure de sécurité ne s'est pas traduite en concret dans ce jour-là, et donc que le salarié n'a pas pu remplir sa propre obligation comme travailleur. Et sinon après vous avez des jugements exactement à l'inverse.
Moi, je sais l'affaire du fils de Michel Bianco, Jérôme Bianco, qui a fait un procès récemment. C'était à Nice. Son fils, 32 ans, est tombé de 8 étages parce qu'il n'y avait pas d'avocat. L'employeur dit il avait qu'à le mettre, je lui ai dit de le mettre. Bon, on a réussi à faire condamner l'employeur à 6 mois de prison avec sursis et à 3 750 € pour l'ordre. Mais c'était à l'employeur de s'assurer que le corps était là. Si avec un changement de plan, vous dites l'obligation du travailleur est sur le même plan que l'obligation de l'employeur, eh bien il est mort par sa faute. Pas parce que, alors qu'on sait que dans tous les cas, s'il n'y a pas de garde-corps, la plupart du temps, c'est parce que le chef n'est pas passé, qu'il n'a pas donné le temps pour, et puis qu'on dit tu bosses, tu changes de machin, tu fais plus vite, il faut gagner, il y a des délais, profitons. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'adore monter sur les toits à Paris, c'est bon. J'ai encore l'âge. Ah oui, mais parce que côté rue, on met des éventails, et côté cour, il n'y a pas d'inspecteur, on ne met rien. Il faut monter pour voir ça. Moi, je monte, j'arrive encore à me faufiler là-haut. Qu'est-ce que je trouve encore des couvreurs, il y a des fumistes, ils ont toujours le même raisonnement. Mais je suis jamais tombé. Moi, je prends toujours l'exemple de Tabarly. Parce que Tabarly, il avait dit si un marin tombe du bateau, c'est qu'il n'y avait pas sa place. Ben, il est bien tombé. Et s'il avait mis une ligne de vie, il serait peut-être en survie, justement. Ça n'a pas arrivé ce qui lui est arrivé. J'essaie d'expliquer tout sur ça au pouvoir. Et après, je ne gueule pas avec le pouvoir. Parce que j'ai oublié votre chef. De toute façon, c'est pas votre faute. C'est pas votre faute. C'est pas votre faute. C'est pas à vous que je ferai le reproche parce que vous êtes subordonné. Mais si le code, maintenant, on me met sur le même plan l'obligation du pouvoir avec son chef, évidemment, dans les jugements ultérieurs, quand je ferai mon procès verbal, le procureur le mettra à la poubelle, en disant c'est la faute ou là. Et dans la mentalité du contrat de gré à gré, c'est ça qui existe. Parce que vous n'avez plus le droit collectif, protecteur, vous avez le droit individuel, donc la responsabilité. C'est le libéralisme tout pur. Ils ont passé le code à la cible des exigences du MEDEF, et après, il n'y a plus qu'à remplir le reste. Alors, je ne vous dis pas, si vous ont changé, ça s'en va en décret. Ça, c'est le 5e point, et après, je vais prendre quelques exemples pour laisser la discussion. Mais, si vous me permettez, qu'est-ce que ça veut dire, ça a changé, ça s'en va en décret? Quand les députés ont voté, ils ont voté borgne. Oui, on l'a enlevé 500 lois du texte de loi, on les a renvoyés en décret, mais au moment où ils votaient, ils ne connaissaient pas les décrets qui allaient remplacer les lois. Les décrets ont été écrits après, dans tout le début de l'année 2008, puisque le code n'a été promulgué que le 1er mai 2008, il y a eu 4 mois pour finir la réécriture, après l'adoption par le Conseil constitutionnel de la partie législative le 17 janvier. Déjà, en soi, un tour de bonne tour, on relève 500 lois, on ne dit pas combien à la place. Et surtout, les décrets, on peut les changer comme on veut maintenant. Parce qu'un décret par définition, c'est l'exécutif. Vous avez vu, on préfère les décrets maintenant que les lois. Ben voilà. Aujourd'hui, parce que plutôt que de faire une loi pour renforcer les patrons, on fait un décret qu'on pourra abroger dans 1 an ou 1 an et demi. Et donc, la différence entre la loi et le décret, on la connaît. Si le CPU, il y a 3 ans, avait été adopté par un décret, on n'aurait pas pu l'empêcher, quasiment. Parce qu'il était fait en quelques jours. C'est parce que c'était à l'Assemblée, il faut une navette parlementaire, ça prend 2 mois, il y a le temps d'alerter, de mobiliser, d'informer, etc. On sait bien la différence entre une loi et un décret. Et Fillon, il préfère les décrets. D'ailleurs, sur la réforme des retraites, dans sa loi Fillon de 2003, il a dit dorénavant que c'était par décret qu'on pouvait allonger les nombres des annuités. Alors qu'avant, c'était par la loi. Donc il ne gêne pas, il passe à 41, puis demande 42, il n'a plus besoin de consulter le Parlement. Donc quand on fait des décrets, on est plus dans la main de l'exécutif et la protection par le biais du code du travail est affaiblie. Alors je vais vous donner quelques exemples de ce qu'ils ont mis dans les décrets. Ils sont partis du point de vue qu'il fallait enlever tous les chiffres des lois pour les mettre dans les décrets. Alors ils ont enlevé le chiffre, par exemple, du port des charges. J'ai fait un article dans Cinédo il y a 15 jours là-dessus, parce que, par exemple, pour les femmes, il y avait marqué une limite de poids 25 kg à porter. Et ils l'ont enlevé. Alors ils ont mis dans la loi que les hommes et les femmes pouvaient porter le même poids au nom d'égalité professionnelle homme-femme. Alors, bienvenue mesdames, parce que vous pouvez porter le même poids que les hommes, et maintenant dans la loi il n'y a plus de limite de poids. Alors ils ont ouvert un chapitre pour un décret qui devait donner les limites de poids. Mais depuis la recodification, ils n'ont toujours pas fait les décrets. Alors la semaine dernière, il y a 15 jours plutôt, il y a un de mes collègues qui trouve des femmes en train de porter des poids plutôt excessifs, c'était dans les cantines. Parce que le nombre de femmes qui travaillent dans les cantines, dans les hôpitaux, et qui sont amenées à porter des poids considérables. Donc mon collègue se précipite sur le code
parce qu'il n'avait pas tout revu, il reste quand même quelque chose. Il ne voit rien. Alors il interroge le ministère, c'est mon fameux cours Excel, il répond, finalement maintenant, ça sera des poids variables indicatifs. Alors selon l'ambiance physique, selon la durée d'exposition et selon les cadences. Alors on ne sait pas. Ça dépendra des endroits, et ils aiment bien ça, le PDF. Mais c'est tout à fait applicable, excusez-moi de vous couper, mais pour un déménageur, vous pouvez comprendre le piano, on peut soulever. Je sais bien, monsieur, mais excusez-moi, je fais bien des lois dont on peut se référer. Je sais bien le mal de les appliquer. Mais le rapport avec la... C'est mieux quand on a une loi qui vous dit quelle est la limite, pour essayer de vous défendre et pas vous défoncer le dos, se apporter des poids, que de ne pas avoir de loi. Parce que vous êtes, avec pas de loi, vous pouvez porter 2 pieds d'eau. Avec une loi, vous pouvez éventuellement dire soyons 2 ou 3 pour porter le pied d'eau. C'est ça la différence. Alors après, je sais, dans la réalité entre le droit et la réalité, je sais les différences. Mais je sais qu'on peut mieux se battre quand on a des bonnes lois que quand on a des mauvaises lois. Et je ne dis pas que les lois suffisent. Mais eux, pour nous faire reculer, ils savent faire reculer les lois, même celles qui ne sont pas appliquées. Bon. Et donc, là, pour le port des charges, c'est le cas. Je peux citer d'autres exemples, parce que, vous savez, les seuils sociaux, c'est un chiffre. C'est-à-dire qu'à partir de 11 salariés, vous avez les délégués du personnel. À partir de 50 salariés, vous avez des comités d'entreprise, des comités hygiène, sécurité, conditions de travail, des délégués syndicaux. La CGPE se bat pour que le seuil de 11 passe à 25. Alors, il faut savoir qu'en dessous de 11, il y a 3 400 000 salariés. En dessous de 25, il y a 5 500 000 salariés. C'est-à-dire vous privez simplement, en changeant le chiffre de 11 à 25, vous privez 2 100 000 salariés du droit éventuel d'avoir des délégués du personnel. Même s'ils n'en ont pas souvent. Parce que par ailleurs, le droit des délégués du personnel n'est pas souvent respecté à partir de 11. Mais il ne sera plus du tout, parce qu'on passera passer de 11 à 25. Ensuite, après, vous avez le rapport Attali. Et il faut que le seuil des comités d'entreprise passe de 50 à 100. Mais il n'y a pas des pourquoi se gêner. Mais maintenant, on peut le changer avec des décrets. Vous pouvez changer aussi les indemnités de licenciement. Parce que Lionel Jospin avait fixé par la loi que en plus, c'était aussi, il avait fait le texte d'application le 6 mai 2002, alors il était battu, c'est le dernier texte qu'il a signé, qui doublait les indemnités de licenciement. C'est pas énorme, ça passait de 1 dixième de mois par les anciennetés, pour les 10 premières années, et 2 quinzièmes à partir de 10 ans, de 1 quinzième à partir de 10 ans, ça passait à 2 dixièmes et 2 quinzièmes. Ça doublait. Vous avez travaillé 10 ans, vous avez 2 mois de salaire au lieu d'un. Parce que c'est ça le code du travail. Les conventions, parfois, sont meilleures que ça. Les journalistes, par exemple, ignorent. Parce que les journalistes, leur convention dit qu'il y a 1 mois par année d'ancienneté. Ils croient que tout le monde est pareil. Alors, il faut leur dire de temps en temps, pour expliquer que c'est 1 dixième pour les autres. C'est important de discuter des chiffres, mais pour les gens qui sont virés, on a mieux avoir 2 mois qu'un mois, et même 4 mois, 2 mois. Hein, bon. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est un chiffre. Donc ça peut être enlevé. Et Mme Parisot, elle se bat pour que ça soit enlevé. Elle a réussi depuis à avoir une rupture conventionnelle du contrat de travail, c'est-à-dire sans motif. C'est la nouvelle formule. On signe avec son employeur, on a le minima auquel on a droit, puis basta dehors, sans motif. C'est la rupture conventionnelle du contrat de travail. Ça remplace le droit du licenciement. Mme Parisot, elle a dit, c'est la séparabilité. Elle a dit, c'est comme un divorce. C'est toujours le même qui parle avec les hommes. C'est le fond du... Voilà. Mais en même temps, vous pouvez voir vos droits diminuer par décret. Parce que vous avez le droit à la boîte. Bon, j'en fais un. Vous savez qu'en plus, elle dit, comme ça évite d'aller au prud'homme, parce qu'ils sont contre le prud'homme. Et ils ont modifié dans le code, ce qui était une loi pour gérer les prud'hommes est devenu des décrets. Donc ils pourront modifier le fonctionnement des prud'hommes à l'avenir par décret. Les durées des jugements, l'organisation des chambres, la façon dont sont faites les élections, etc. Bon, je veux pas. Parce que, par exemple, plus de prud'hommes, parce qu'elle dit, ça insécurise les employeurs. Ça les précarise, non? Ouais. Oui, c'est à partir de la lingère de Chamonix. Vous connaissez l'histoire de la lingère, je ne vais pas en raconter trop, mais c'est une femme ça existait. Hein. Elle a commencé à travailler à 15 ans pour le Grand Hôtel de Chamonix. Jusqu'à 65 ans. Elle a travaillé pour le grand-père, le père et le fils patron. Elle commençait à 6 h du mat, elle allait se coucher dans la soupente à 10 h du soir. Elle ne connaissait pas ses droits, elle ne savait pas se défendre, elle savait à peine lire.
Et quand elle a eu 65 ans, le patron lui a dit dehors, rentre à Soupan. Rentre à Soupan, bah oui, retraite, bah, dehors. Alors, il y a quelqu'un qui a pris son dossier, qui s'est ému, et qui a reprêté le dossier, et qui a fait jouer ce qu'on appelle un dol global, en droit, et, sur 35 ans, à peu près, 40 ans. Et elle a eu 631 000 euros pour une vie d'esclavage. Bon. Mais là, par exemple, elle dit c'est impossible, ça c'est un psychologue, bon. Et d'ailleurs, elle ne peut pas de la prescription maintenant, parce que la prescription dans le code du travail, l'ordinaire, elle est de 5 ans. C'est un chiffre. Alors, il faudrait que ça revienne à 3 ans, ou 2 ans, ou 1 an. 3 mois. Non, pour l'instant, elles hésitent entre demander 2 ans et 1 an. C'est toujours 5 ans. Mais ils pourront le faire demain. Hein, c'est plus loi. Alors, je vous en passe. Ils ont remplacé les prud'hommes par autorité judiciaire. Ils ont remplacé l'inspection du travail par autorité administrative. Il y a des gens qui polémiquent avec moi, ils disent c'est à droit constant ça, c'est la même chose, l'inspection du travail et l'autorité administrative. Non, bien sûr que non. Parce que si vous prenez la décision par l'inspecteur du travail ou par le directeur régional du travail, vous n'aurez pas la même décision. Hein, l'inspecteur du travail va dans l'entreprise. Tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. Le directeur régional du travail, il ne va pas dans l'entreprise. Il ne va pas. D'autant plus que dans le temps, l'inspecteur devenait directeur départemental qui pouvait devenir directeur régional. Ils ont supprimé ce processus. Maintenant, les directeurs régionaux sont nommés comme les préfets par le haut, sans être passés par le corps. Et ils suppriment, c'est la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, dont je ne parle pas ce soir, mais il se passe avec la RGPP la même chose que ce que je vous décris sur le code du travail, et où ils suppriment le niveau départemental. Donc maintenant, vous aurez l'inspection et la région. Mais ça sera l'autorité administrative. La région se prendra comme l'inspecteur à la générale, à dire ah, c'est moi l'autorité administrative, l'inspecteur va se faire voir. Et donc sa possibilité de décider, ça n'est plus à droit constant. Si vous voulez, je vous en raconte encore quelques autres comme ça. Il y en a 150. Ça n'a pas été fait à droit constant. Les salariés n'ont aucune chance de voir ça tomber sur leurs épaules d'un seul coup. Ils vont le voir progressivement. C'est-à-dire que l'élection du comité d'entreprise, par contre, se fait tous les 4 ans, tous les 2 ans. L'élection du DP, c'est pareil. Les droits, par exemple, le droit d'information d'un comité d'entreprise. Avant, il y avait une liste, c'était dans la loi. Maintenant, c'est dans les décrets. Donc, ils se préparent encore à passer le code au fur et à mesure. Et les lois Bertrand de l'année dernière, celle de juin sur la rupture conventionnelle, et celle d'août qui permet de négocier le non-paiement des heures sup, parce qu'il a quand même fait ça, Sarkozy. En août 2007, il arrive et dit on va faire plus d'heures sup et on va vous les payer. En août 2008, la loi Bertrand dit vous pouvez déroger par entreprise et ne plus payer les heures sup. Si on avait des médias dignes de ce nom, ils auraient montré la contradiction totale. Pas du tout, c'est passé inaperçu. Quoi. Mais ça se rajoute à tout ce que je vous dis sur le code. Et tout ce que je vous dis n'est pas quelque chose pour vous démoraliser. Il faut que ça soit dit. Parce que sinon, on est comme la grenouille, là. On chauffe l'eau doucement, on va brûler dedans sans s'apercevoir que la température a monté. Et les salariés vont subir ça progressivement. C'est-à-dire qu'on va les amener dans un monde anglo-saxon, ils veulent faire ça, ils veulent cette rupture, et ça charme. S'il y a quelqu'un qui ne croit pas que les luttes de classe existent, il faut regarder 2 personnes. Madame Parizeau et monsieur, qui s'appelle Warren Buffett. Warren Buffett, c'est le milliardaire qui gagne du Land. Il a dit la lutte des classes existe, je le sais, parce que les riches l'ont gagné. Moi, lui, clair et net. Et quant à Madame Parizeau, elle est la 273e fortune de France. Quand elle recule sur un point, c'est temporaire. Alors vient l'âge d'or. Et là, elle a réussi à empêcher une loi sur les salaires, les stock options, etc. Et elle ne cesse d'en rajouter. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas un domaine sur lequel elle n'ose suivre. Parce qu'elle s'est quand même permis, alors que les licenciements augmentent, elle s'est quand même permis de dire qu'il y a un mois, qu'il fallait faciliter les licenciements. Je veux dire, là, on est dans un domaine où, effectivement, tout ce qu'on a mis 160 ans à gagner, depuis 6 ans, avec ces libéraux-là, et les abattent. Alors, je vous remercie de votre attention, parce que je ne dis pas ça pour vous abattre, je dis ça pour vous stimuler. La connaissance et la lucidité sont les prémices de la combativité. Merci de votre attention.
redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Assurez-moi,